Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui le test de la BMW F800 GT bridée pour le permis A2 modèle de 2019. C'est parti. Les amis, aujourd'hui j'ai de nouveau la chance d'avoir un abonné qui est venu jusqu'ici en Normandie afin de me prêter cette moto. Merci à lui. D'ailleurs, si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, vous aviez déjà sûrement vu le test de la même moto, la F800 GT, mais c'était un des premiers millésimes. J'avais testé un modèle de 2013 et elle était en configuration normale, donc homologuée pour le permis A. Aujourd'hui, on a une des toutes dernières, un modèle de 2019, et en plus, elle a été bridée pour être conforme avec le permis A2. Donc je pense pas qu'il y aura de gros écarts entre l'équipement de celle-ci et de la précédente, mais ça va me permettre bien sûr de voir ce que ça donne ce moteur 800 cm3 bridé pour être compatible avec le A2. Pour ceux qui découvriraient la moto, voyez que cette F800 GT, il s'agit d'une routière ou GT. Et il faut savoir qu'à la base, cette moto est dérivée de l'ancienne F800 ST, ST pour Sport Touring. La version GT est un peu différente au niveau de l'ergonomie, et donc ils ont voulu la rendre plus polyvalente, plus GT. Donc on a logiquement une position un peu plus droite, un peu plus facile, moins sport. Sinon globalement au niveau de l'esthétique, ça reste très proche. On est sur une machine carénée, on a un joli monobras derrière mais qui est un peu dissimulé, il faut l'avouer. Et sinon ça reste techniquement la même machine que précédemment. Entre la F800 ST et la F800 GT, ils ont gardé la même motorisation. Il s'agit donc toujours du bicylindre 800 cm3 de chez Rotax, alimenté par injection bien sûr, à refroidissement liquide. C'est un moteur bicylindre en ligne calé à 360 degrés, donc les pistons montent et descendent en même temps avec un tour d'écart. Et ce moteur, à son plein potentiel, est donné pour 90 chevaux. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, ramené à 47,5 pour répondre à la norme sur le permis A2. Cette version 2019 n'a pas d'équipement différent, donc on retrouve le même poids que sur la 2013. On est environ à 215 kg tout plein fait, c'est-à-dire avec une quinzaine de litres dans le réservoir. Et aujourd'hui, vous voyez que la moto est quand même pas mal équipée. Il n'y a pas réellement d'accessoirisation, ce sont juste des équipements qui étaient distribués en option à l'époque par BM. Donc on a déjà toute la bagagerie. Devant moi, on a une grande bulle beaucoup plus haute que celle d'origine, et je crois que c'est une de chez BM. Et il faut savoir que à l'époque, cette moto était déjà vendue avec énormément d'options. Et bien sachez que le modèle que je vous présente est quasiment full option. On a tout, on a les poignées chauffantes, on a également les capteurs de pression des pneus, on a la suspension réglable ESA, on a les différents modes d'injection, enfin il y a tout, il y a la béquille centrale aussi. Enfin globalement quasiment toutes les options proposées à l'époque sont présentes sur celle-ci. Donc comme je vous le disais, la GT se distingue de la ST par sa position de conduite qui est plus facile. Le guidon est placé beaucoup plus haut. Et donc, moi qui ne mesure qu'1 m 70, j'ai pas la nécessité de me pencher vers l'avant comme c'était le cas sur la ST. On a un assez bon bras de levier, le guidon est large. La position sur la selle fait qu'on est quand même un tout petit peu basculé vers l'avant. On voit bien qu'à la base c'était quand même une moto un petit peu sport. Le réservoir est très creusé au niveau de l'entrejambe, donc on fait bien corps avec la moto. Et vous voyez que si je veux m'arrêter, je peux mettre les pieds au sol assez facilement. Après j'ai pas non plus les pieds totalement à plat, mais j'en suis pas loin. Et je le rappelle, moi je mesure 1 m 70. Donc finalement c'est une machine assez facile à prendre en main. Le poids et le gabarit n'est pas si intimidant que ça. Faut juste y aller cool.
Et pour l'instant, la bride ne se fait pas ressentir tant qu'on est à faible vitesse, à faible régime. C'est très manœuvrable, très facile à utiliser. D'ailleurs ici j'arrive dans un premier rond-point, ça se penche très très bien. Prise d'info, ça ne pose pas de problème. On est très peu basculé vers l'avant. Et si nécessaire, bien sûr, on a toujours les rétros qui sont pris sur le carénage. Donc on a une très très bonne rétrovision. On voit presque ce qui se passe derrière uniquement en gardant notre regard vers l'avant. On n'a pas besoin de tourner la tête comme c'est parfois le cas avec des rétros beaucoup plus proches. Là, c'est très très bien. Bon, si vous êtes un fidèle abonné, un ou une fidèle abonnée de la chaîne, vous avez dû voir pas mal de tests de cette gamme F800. Et à chaque fois, mon plus gros reproche sur cette motorisation, c'est le bruit de la mécanique et le bruit de l'échappement. Alors celle-ci est d'origine, on a l'échappement d'origine qui est du côté gauche. Et on retrouve exactement la même sonorité que personnellement je déteste. C'est assez peu audible, il faut l'avouer, quand on reste à bas régime, ça nous casse pas la tête non plus, mais le peu qu'on peut entendre par ce moteur n'est jamais mélodieux. La mécanique fait des bruits, des petits claquements, et quand on monte dans les tours, c'est pas intéressant du tout. Ça, c'est vraiment toujours ce que j'ai à reprocher à ce moteur. Néanmoins, ça reste assez efficace. Là, vous voyez que je sors de l'agglomération, je peux réaccélérer un petit peu. Et même sans prendre beaucoup de tours minutes, je suis remonté à la vitesse que je souhaitais. Alors ici, nous sortons de l'agglomération. Comme d'habitude, je vais faire une petite accélération. Alors pour l'instant, c'est très surprenant. À aucun moment, j'aurais l'impression d'être sur une moto bridée. Là, c'était totalement transparent. À voir ce que ça donne sur l'exercice du 0 à 100 que je vais faire dans quelques temps. Mais là, pour l'instant, j'ai l'impression de retrouver la même machine que précédemment. Bon, sinon, comme je vous l'ai dit, la moto est équipée d'une bulle haute, mais malheureusement, elle n'est pas assez haute. Vous voyez que si je me mets vraiment droit, la bulle s'arrête pile en dessous de mon casque. Donc, l'air est dévié directement dans ma visière. C'est pas agréable du tout. Il faudrait que je me penche comme ça vers l'avant, en position un peu sport, pour avoir un minimum de protection. Mais le problème, c'est que justement, vu que là c'est la version GT et pas ST, bah, se pencher vers l'avant, c'est pas agréable du tout. Maintenant, nous allons prendre ce passage à basse vitesse, comme d'habitude. Je suis en première, ça se manœuvre très bien. La machine est, comment dire, très stable à bas régime. Elle cahote pas, elle est plutôt souple. Et au niveau de la taille des pneumatiques, c'est toujours la même chose. À l'avant, on a du 17 pouces en 120 et derrière, on a un gros pneu en 180, ce qui n'est pas forcément, comment dire, adapté pour 90 chevaux. Mais bon, c'est comme ça, on fait avec. Maintenant les amis, on va tenter le 0 à 100 avec cette machine bridée. Sur ce modèle, vous voyez qu'on a plusieurs modes. On a le mode road, ensuite on a le mode dynamique et on a aussi un mode pour la pluie. Aujourd'hui il ne pleut pas, je ne l'utiliserai pas. Donc je vais faire une première fois l'accélération en road et dans l'autre sens je le ferai en dynamique afin de voir s'il y a une réelle différence de comportement. Et sachez aussi, vu qu'on a l'ESR, on peut changer le réglage des suspensions. Donc là je suis en mode confort. Je vais faire la première accélération en confort et ensuite je me mettrai en mode dynamique ou en mode sport. J'avoue que je me souviens plus du nom. C'est confort, normal ou sport. Donc là je me mets en confort et tout à l'heure je mettrai en sport. Comme ça tout sera en sport. On verra s'il y a vraiment une différence de comportement sur ce genre d'exercice. Sinon au niveau sécurité, la moto est bien sûr équipée de l'ABS. Et on a aussi un traction control, mais il n'est pas paramétrable, on peut juste l'allumer ou l'éteindre. Et là bien sûr, il est allumé. Allez, c'est parti. Je rappelle donc 800 cm3,
47,5 chevaux pour cette version bridée pour 215 kg tout plein fait, d'ailleurs peut-être un peu plus vu qu'aujourd'hui on a toute la bagagerie. Allez, c'est parti pour le premier test. Donc je suis en mode road et suspension en confort. C'est parti. Donc on arrive à 100 en tourne 2. J'ai l'impression que le moteur commence à moins bien marcher au-delà de 6000, mais la coupure n'est vraiment pas franche, hein. Pour une machine bridée, c'est surprenant, hein. Donc ici, je m'arrête. Vous voyez, du haut de mon mètre 70, j'ai les deux pieds presque à plat. On est pas mal sur cette moto. Maintenant, on va faire un demi-tour. Donc de mémoire, c'est une moto qui braque assez mal. Vais-je réussir à rester sur la route? Non. Donc clairement, s'il y avait eu un trottoir, j'aurais totalement tapé dedans. Donc maintenant, je vais changer de mode. Je passe de road à dynamique. Et puis pour les suspensions, je passe de confort à sport. Voilà. Donc maintenant tout est sélectionné, on va voir s'il y a une différence de comportement. Je rappelle qu'elle est toujours bridée, hein, ça ne change pas. Et après on va bien sûr tester le freinage. Allez, c'est reparti. Let's go. Personnellement, j'ai senti aucune différence. Maintenant, je freine de l'arrière, ça freine un petit peu. Frein avant, le frein avant est toujours aussi impressionnant. On s'y attend pas en fait, parce que la sensibilité au levier est plutôt molle. Il n'y a pas besoin de mettre une grosse pression. Et finalement, dès qu'on te tire un peu dessus, ça marche vraiment bien. C'est du freinage de chez Brembo, si je me trompe pas. Et de toute façon, cette gamme de machines a toujours bien freiné. Bon, sinon, au niveau de l'accélération, j'ai vraiment pas senti de différence. Pour moi, c'était strictement identique. Vous devez voir au niveau du résultat s'il y avait une différence. Personnellement, je pense pas. Mais je reste surpris par ce bridage qui est assez transparent, hein. Pour l'instant, la moto fonctionne quand même très bien. J'ai pas un sentiment d'être sur une machine bridée. Petit détail dont j'ai oublié de parler, au niveau des freins, vous voyez que les leviers, frein et embrayage, sont tous les deux réglables. Moi je le redis, hein, la bulle est assez inefficace, hein. Si je veux vraiment avoir un minimum de protection, il faut absolument que je me recule sur la selle, que je me penche un petit peu comme ça, et ça se joue à quelques centimètres, hein. Il suffit que je me penche de 5 cm et là j'ai plus d'air. J'ai plus d'air sur les yeux, j'ai plus d'air dans la visière, je suis plutôt bien. Par contre, dès que je me relève, là je me prends tout en pleine tête. Et d'ailleurs, même si je me mets debout, il n'y a pas de différence, hein. Donc la bulle, de nouveau, elle n'est pas assez protectrice. Je pense qu'il aurait fallu essayer de mettre une bulle en fait plus droite. Là, elle suit la forme du carénage et finalement, c'est contre-productif. Même la faire plus haute n'est pas réellement utile. Il aurait fallu la faire beaucoup plus droite, faire un genre de pare-brise. Au niveau des commodos, on a des choses assez simples, hein. On a sur la gauche tout ce qui gère l'éclairage, bien sûr. On a les feux de détresse, le bouton info qui permet de naviguer dans les menus du tableau de bord. On a le bouton pour régler la suspension ESA et bien sûr clignotant klaxon. Sur la droite, c'est plus simple. On a les poignées chauffantes, le bouton mode afin de changer de mode d'injection et démarreur coupe-circuit. Le tableau de bord, lui, est toujours identique. On retrouve les deux compteurs ovales pour la vitesse et le compte-tours. Et à côté de ça, on a un écran LCD monochrome qui nous indique l'heure, la pression des pneus, la température du liquide de refroidissement, le rapport engagé. On peut avoir la conso instantanée et moyenne, la jauge de carburant. Enfin, c'est très complet. Après, pour faire la navigation dans l'écran, c'est un peu plus compliqué car, comme je vous l'ai dit, on a un bouton au guidon qui permet de changer les infos, mais c'est sur une seule ligne. Et si vous voulez changer les infos de la ligne supérieure, vous êtes obligé d'appuyer directement sur
le bouton qui est à côté de l'écran. Ça, c'est un peu dommage. Bon les amis, nous voilà de nouveau en centre-ville. Je vais essayer de voir si ce moteur est souple. C'est un moteur à 360 degrés, donc il devrait être quand même assez souple. Voilà, je suis à très bas régime, je suis à peine à 1000 tours. Je suis en 4e, à 30 à 1500 tours, et je réaccélère et ça repart. Donc ce moteur est souple, comme on pouvait s'y attendre, hein, d'un calage à 360 degrés. On a toujours un des deux pistons qui est sur un temps moteur. Donc on peut descendre à bas régime sans prendre le risque de caler d'un seul coup. Mais là où c'est un peu désagréable, c'est que quand on fait cet exercice, on a pas mal de vibrations qui remontent et on a aussi surtout un bruit moteur, un bruit d'échappement absolument dégueulasse. Donc je vous conseille de maintenir un petit 2000 tours, voire plus, pour rester avec quelque chose de beaucoup plus agréable. Alors ici nous sortons de l'agglomération, je suis à 50 en 3e et en forte pente, j'accélère fort. Et vous voyez donc que dès les bas régimes, ça reprend très efficacement. Et il y a un regain à 5000 tours. De nouveau ce moteur, même si je ne le trouve pas mélodieux, il est quand même assez performant. Ça, il n'y a pas grand chose à lui reprocher là-dessus. Maintenant, un petit dodan. Alors c'est relativement ferme, vu que là je suis en dynamique. Je vais changer de réglage, je vais me remettre en confort. Donc vous voyez sinon qu'à l'avant on a une fourche classique, elle n'est pas inversée. Et derrière on a un amortisseur à air qui peut être réglé via une petite molette sur le côté. Allez, maintenant, donc là j'ai pris un dodan à très faible vitesse. On sentait tout de suite que la suspension était extrêmement molle. Je vais prendre le prochain dodan, donc j'arrive à 35. Comment ça se comporte? Ouais, c'est flagrant, hein. La différence entre sport et confort est énorme. Je vais essayer maintenant de me mettre en normal. Parce que je pense que finalement le mode normal c'est peut-être le bon compromis entre les deux. Là j'avais l'impression que c'était trop mou en confort et trop ferme en sport. Alors ici nous avons des travaux, suspension en mode normal et ça va, c'est pas trop tape-cul. Ouais, donc on ne peut pas prendre la route que je prends habituellement, malheureusement il y a des travaux. Là de nouveau un bon petit choc et en mode normal ça passe. La question qui me vient toujours concernant les BMW qui sont équipés de suspension réglable électroniquement, c'est quel serait le comportement si justement on avait juste la suspension non réglable. Car là pour l'instant ce que je préfère c'est le réglage normal et je me demande si justement le réglage normal n'est pas équivalent à ce qu'on aurait si on n'avait pas de suspension réglable. Si quelqu'un a cette info, merci de l'indiquer dans les commentaires. Donc de nouveau, encore un dodan. Je suis en normal. Ouais, c'est le bon compromis normal, hein. Bon, une caractéristique dont je me souvenais pas sur cette moto, j'ai quand même beaucoup de chaleur qui remonte le long du entre guillemets réservoir. Je mets des guillemets parce qu'en fait ce n'en est pas vraiment un. Le réservoir sur cette moto est caché sous la selle. Vous voyez d'ailleurs que la trappe est à l'arrière. C'est un peu comme une trappe pour une voiture. Et donc j'ai pas mal de chaleur hein, qui remonte le long de mes genoux et de mes cuisses. C'est assez surprenant. J'avais pas ce souvenir sur cette moto. Bon, malheureusement aujourd'hui pas de succession de virages, la route que j'utilise habituellement est en travaux. Si vous voulez voir ce que au niveau dynamique cette moto donne à cet endroit, je vous renvoie sur le précédent test que j'avais fait sur la version full. De toute façon il n'y a pas de différence technique entre les deux. Allez ici on va faire un dépassement.
Pas de difficulté, hein. Et de nouveau c'est difficile de sentir la bride, hein. Je sais pas comment ils ont réussi leur coup, mais c'est quasiment transparent, hein. Là je pense que si on m'avait laissé la moto en ne me précisant pas qu'elle était bridée, je ne l'aurais peut-être pas détecté tout de suite, hein. Allez, je ralentis, je redescends tous mes rapports. La boîte fonctionne bien, mais elle claque un tout petit peu quand on est sur des rapports assez bas, la deuxième, première. Mais elle verrouille bien. Il n'y a pas de shifter sur ce modèle et je sais plus si c'était disponible en option, je crois pas. Nous arrivons sur l'autoroute qui devrait être le lieu de prédilection pour une GT. On va voir si elle s'en sort pas trop mal. Allez, il n'y a personne, j'accélère fort. Je vais tout de suite me mettre en 6. Donc là je suis stabilisé à un peu plus de 100. Forcément j'ai énormément d'air en pleine tête, il faut absolument que je me penche, ça c'est très pénible. J'ai aussi pas mal d'air sur les jambes et même sur les mains. La protection est vraiment pas ouf, hein. Cette bulle n'apporte pas grand chose de plus que ce que j'avais eu la fois précédente. Maintenant on va voir si cette machine s'en sort bien malgré son bridage. Donc là je suis stabilisé à 4000 tours à 110 en 6e. J'accélère à fond. 120, 130, 140. Franchement la reprise est très correcte, hein. De nouveau, je sens pas trop le bridage, hein. On n'est pas lésé du tout par ce bridage, hein. Et vu que c'est un moteur que je trouvais assez désagréable à très haut régime, finalement là je l'utilise sur la plage que je privilégiais même en version full. Donc ça me change pas grand chose au niveau des sensations entre la normale et la bridée. Par contre ouais, la protection est vraiment déplorable. Là je suis penché, hein. Si je me mets droit, écoutez un peu le bruit. J'ai autant d'air que si j'étais sur un roadster, peut-être même pire, parce que ça canalise l'air directement sur moi. Donc je fais la même remarque que la fois précédente, hein. Même si elle s'appelle GT, pour moi c'est pas forcément une bonne moto pour de longs trajets autoroutiers, à moins que vous ayez pile la bonne bulle et la bonne taille pour que le flux d'air soit dévié. Sinon vous allez en prendre plein la tête, hein. Bien que cette moto soit de 2019, vous voyez qu'au niveau de l'éclairage il y a encore beaucoup de parties avec des ampoules halogènes, y compris les clignotants sont avec des ampoules à incandescence. On va maintenant faire une dernière accel, c'est parti. La bride n'est pas du tout pénalisante, hein. Quand vous avez besoin de réaccélérer en restant à des vitesses légales, bah, y a pas de problème, hein. La bride est pas du tout frustrante. Ça c'est vraiment le très bon côté de cette version A2. Maintenant il faut bien sûr qu'on parle des aspects pratiques de cette moto. Bien sûr, il n'y a pas réellement de différence avec une version non bridée, hein, vous vous en doutez. Donc sur cette machine, on retrouve un rangement sous la selle. Et en dessous de celle-ci, vous pouvez mettre un gilet jaune, quelques bricoles. Vous voyez que le propriétaire a mis un petit gonfleur. Et il y a une alarme aussi sur cette moto qui était en option à l'époque. Mais si vous voulez vraiment des rangements, bah, il faudra prendre la bagagerie avec les valises latérales ainsi que le top case. Vous voyez d'ailleurs que la valise gauche est un peu plus petite que la droite à cause du passage de l'échappement. Dans la droite, on peut mettre un casque intégral. Si vous souhaitez rouler avec un passager, de nouveau, il n'y aura pas de problème, surtout si comme aujourd'hui vous avez le top case.
la personne derrière pourra bien se tenir avec les poignées de maintien. Toute cette famille de F800 est réputée assez sobre. Là, le tableau de bord m'indique une conso moyenne établie à 4,3 litres. Donc c'est de nouveau vraiment pas mal. Et en plus, vous devez savoir que cette motorisation est réputée assez fiable. On a déjà vu de nombreuses machines équipées de ce moteur dépassant très largement les 100 000 km au compteur. Et voilà, ça ne pose vraiment pas de problème. C'est un moteur qui vieillit très bien. Donc comme je vous l'ai dit, le modèle que je vous présente aujourd'hui est de 2019. Il faut savoir que cette moto a été distribuée jusqu'en 2020. Et malheureusement après, BMW a totalement oublié ce segment de moto. Il n'y a pas eu de remplaçante. Et ça fait donc que la cote d'occasion, elle se tient plutôt bien. Il y a quelques années, quand j'avais testé la version en full, je vous avais dit qu'un modèle comme celui-ci, ça valait dans les 6 000 €. Eh bien, on est quelques années après et ça vaut toujours dans les 6 000 €. Après, bien sûr, tout dépend de l'année, du kilométrage, des options présentes sur la machine, ainsi que de l'historique d'entretien. Mais pour 6 000 €, logiquement, vous en avez une en très bon état, qui a été entretenue chez BMW, et avec pas mal d'options, et peut-être même la bagagerie. Donc si vous cherchez une moto connotée GT, bridable pour le A2, malheureusement c'est une des rares qui est disponible. Il n'y a pas tellement de choix dans cette catégorie. Et vous savez maintenant que c'est une machine bien bridée, qui est efficace, sans frustration lors des accélérations. Ça marche plutôt pas mal. Et bien sûr, vous pouvez également après débrider la moto afin de la mettre à son plein potentiel et lui faire cracher 90 chevaux. Et je vous renvoie à la précédente vidéo que j'avais faite lorsqu'elle était à son plein potentiel. Moi personnellement, cette moto, je reprocherais toujours sa sonorité moteur échappement que je trouve vraiment pas valorisante. Mais bon, je sais que pas mal de propriétaires de ces machines lui trouvent d'autres qualités et passent totalement outre ce petit problème de sonorité. Voilà les amis, je pense maintenant avoir fait le tour des caractéristiques de cette F800 GT bridée. Si vous avez des questions concernant ce modèle ou des infos complémentaires à nous donner, utilisez l'espace commentaire, il est là pour ça. Je tiens de nouveau à remercier mon abonné de m'avoir proposé de tester cette machine. Ça permet maintenant d'avoir un véritable avis entre la version normale et la version A2. Je reprécise d'ailleurs que sur ma chaîne, tous les tests sont faits en collaboration avec mes abonnés. Donc si comme lui, vous avez un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien prenez contact avec moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Je rappelle que le lieu de tournage se trouve en Normandie, proche de Rouen. Si vous avez apprécié ce test, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux, vérifiez également que vous êtes abonné, comme ça on se retrouvera très bientôt pour un nouveau test. Mais à tous, à la prochaine. On a un joli bleu mat, qui est une couleur qui semble assez rare sur ce modèle. Et perso, je trouve que ça lui va plutôt bien. Et contrairement à beaucoup de peintures mat, là ça a l'air presque, comment dire, pris dans le plastique. Ça n'a pas l'air d'être trop sensible aux rayures. Si quelqu'un a des infos là-dessus, sur la longévité de ce bleu, ce sera appréciable de nouveau dans les commentaires.